Bonjour, j'aimerais ça. Il faudrait parler pourquoi la réflexion c'est dangereux, pourquoi il n'y a pas de réelle objectivité, pourquoi il n'y a pas une vue claire, instantanée. C'est parce que l'être humain pense, mais au sens réflectif du terme. C'est-à-dire que souvent l'individu va réfléchir pour essayer de régler des problèmes, c'est-à-dire il se casse la tête, si on peut dire. Mais l'affaire, c'est que il y a une différence entre penser et réfléchir, ou penser et penser, si on peut dire. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, vous pensez à quelque chose d'une façon objective, c'est que vous observez quelque chose dans votre mental. Ça va toujours venir d'une observation. Ça, c'est pas de la réflexion. De la réflexion, c'est pas penser quelque chose, l'observer. La réflexion, c'est penser à quelque chose. Donc, une construction. Une construction intellectuelle, on peut dire, une construction dans l'intellect. Donc, il n'est plus question ici d'une observation des objets qui prennent forme dans le mental. Il n'est plus question de rien d'une réelle objectivité. Il est question de la construction. Il y a des gens qui sont des bricoleurs de la pensée. Le problème, c'est que ça ne peut pas faire autrement que d'engendrer de la souffrance psychologique, parce que la réflexion engendre des attentes. La réflexion vient du désir. Jusqu'à un certain point, ce qu'on pourrait appeler le désir subjectif d'un être qui s'est construit sa conscience en dehors de sa conscience, c'est-à-dire qu'avant que la conscience se mette à poindre, ça s'est construit d'une manière qui était purement, souvent accidentelle, au sens comportemental contextuel, c'est-à-dire la mécanicité de l'âme. L'âme, c'est pas de la conscience. L'âme, c'est une interface avec la mémoire, c'est-à-dire c'est de là que se construit ce qu'on pourrait appeler la programmation. Le monde de la programmation. Ce qui fait que des choses comme le conditionnement existent. La formation comportementale selon la personnalité psychologique qui dépend des acquis, comme de l'inné, c'est-à-dire l'expérimental de la personne, si on peut dire son vécu. Donc, si la personne réfléchit, ça va être par rapport à son âme. Donc, c'est une interface avec la programmation au niveau, si on peut dire, de détournement de la lumière réelle de l'intelligence dans l'individu. Il y a une interface avec l'intelligence dans l'être humain. Ça, c'est l'esprit. Mais l'âme, c'est pas de la conscience. L'âme, c'est un ensemble de mécanicité, c'est un ensemble de processus, tout ce qui est lié à la mémoire expérimentale incarnée, si on peut dire. Le vécu dans la matière, mais aussi l'enregistrement de l'information au niveau cellulaire. Ce que certains ont subjectivement appelé l'évolution, ce qui n'est rien d'autre que ce qu'on pourrait appeler une hypothèse de travail, puis qui fait partie de la réflexion à ce niveau-là. Parce que l'évolution réelle, c'est pas l'évolution des darwinistes. C'est pas ça, là. C'est pas ça les vrais processus de la cristallisation de ce qu'on pourrait appeler le subtil en matière, c'est-à-dire selon des lois de l'intelligence. Pas de l'intelligence au sens de la conscience, mais de l'intelligence structurelle au sens de loi universelle. L'interface de l'intelligence avec l'individu, c'est son esprit. Donc, ça prend une autre interface, on peut dire, qui va faire qu'il va y avoir une individualité de l'intelligence, une individuation. Donc, ça prend une lentille, un ego. Votre âme, c'est un peu comme une terre, un sol, une surface. L'esprit, c'est un peu comme un soleil. Votre ego, c'est un peu comme la lentille d'une loupe. Votre intelligence individuelle, ce qu'on appelle de la conscience, ça, c'est un peu comme un petit point de lumière sur le sol. Puis il y a un rayon qui unit tout ça, si on peut dire. Plus votre lentille va être polluée, parce que ce qui va faire la formation de la lentille, vu que la lentille, son interface, dans le fond, avec le reste, c'est l'âme, si on peut dire, la mémoire, l'enregistrement de l'information. Bon, ben, dépendamment de ce qui précédait la conscience, de ce qui est prépersonnel, au niveau de ce qui est enregistré,
Bon, ben ça, c'est un peu comme ça fait des lentilles plus ou moins bien polies, dépendamment de l'inné puis de l'acquis. C'est là jusqu'à un peu où on peut dire que il y a ce qu'on pourrait parler une injustice apparente. Comme c'est pas tout le monde qui vient au monde dans les mêmes conditions, c'est pas tout le monde qui a le même acquis. Donc c'est pas tout le monde qui va avoir le même développement de son inné, si on peut dire, puis de son acquis, dans le fond. Donc, ce qui fait qu'il est possible d'avoir ce qu'on pourrait appeler un individu incarné, c'est le fait qu'il y a des interfaces. Mais là, on parle l'intelligence universelle, ce qu'on pourrait appeler l'univers. Bon, ça, c'est fractal jusqu'à un certain point. Donc, de l'intelligence peut se manifester en n'importe qui. Ça dépend de l'acquis, entre autres, puis du contexte où va se développer la personne. Puis, c'est bien dommage, mais c'est pas avec la réflexion de l'intellect qu'on va nécessairement régler des problèmes, même s'il y a une grande intelligence technique. Parce que, oui, il y a des gens extrêmement intelligents, mais qui sont complètement tordus dans leur comportement. Ça, c'est au niveau de l'acquis, des fois, il manque des morceaux. Puis, si par rapport à l'inné, il m'a manqué des morceaux aussi. C'est comme une mauvaise graine qui pousse dans une mauvaise terre. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas se développer. Donc, c'est pas avoir au sens où on l'entend d'habitude. L'émotivité, ça, c'est un petit peu des forces, si on peut dire, qui viennent d'un côté animal, puis ça fait partie des forces de l'âme à travers le corps, puis notamment le système nerveux, le biochimique. Tout ce qui est biochimique, ce qu'on pourrait appeler le monde de l'eau dans le corps, comme si il y avait encore quelque chose au niveau aquatique qui est lié à l'âme. C'est difficile à décrire des choses comme ça. Les forces de l'âme dans le corps se manifestent par, entre autres, ce qu'il y a biochimiquement qui voyage par le sang. Si vous prenez un cerveau, bon, ben ça, c'est un bulbe du système nerveux, mais le système nerveux, il est partout dans le corps. Donc, le cerveau, il est partout dans le corps au niveau des terminaisons nerveuses qui sont un peu comme les racines d'un bulbe, un peu comme si on le regarde en faisant un lien avec le végétal. Là, si on regarde, par exemple, le cœur est présent partout dans le corps mais le centre va être la poitrine. Donc, le cerveau, c'est un centre. Puis après, il y a des ramifications partout dans le corps au niveau du système nerveux. Donc, le cerveau est partout dans le corps, mais il y a un centre, c'est dans la tête. Ça, après, vous avez le cœur. Le cœur est dans la poitrine, c'est un autre centre. Puis il est présent aussi partout dans le corps par encore les mêmes principes un petit peu végétaux, comme par le système vasculaire qui est très très fin, puis qui va jusque partout dans les extrémités. Après, vous avez le centre qui est le ventre, qu'on pourrait dire là, le point le central est un petit peu de côté, c'est le foie. Puis toutes les glandes qui sont présentes dans l'abdomen, les viscères, les intelligences viscérales. Donc ça aussi, c'est présent partout dans le corps par les processus d'information là, au niveau du système lymphatique, entre autres des choses comme ça. Donc, après, vous avez là un point plus bas qui est au niveau de la sexualité, qui est les organes reproducteurs, mais aussi c'est aussi présent dans l'abdomen. Mais le point central, ça va être le sexe à l'extérieur. Ça, c'est quelque chose qui est présent partout dans le corps, entre autres parce que c'est lié à tout le reste du système. Mais c'est le point par où le biologique se reproduit. Donc là, on tombe encore, au fond, tous ces points-là, ces centres-là, ils ont tous, comment je pourrais dire ça, différents niveaux structurels aussi, ce qu'on pourrait appeler par rapport à des structures plus subtiles. On voit des forces d'influence, on voit qu'il y a de l'intelligence, qu'il y a une cohérence, puis on voit qu'il y a différents centres, dont les fonctions, puis on voit qu'il y a une certaine logique qui peut, à un moment donné,
être perçu si on observe la biologie sans le réfléchir juste par l'observation. Puis finalement, à un moment donné, on finit par se rendre compte que c'est intelligent, que c'est des interfaces, que c'est différents niveaux d'intelligence. Puis finalement, donc, s'il n'y avait pas une interface comme l'ego, il n'y aurait pas de conscience, parce que la conscience, il semblerait que c'est individuel, même s'il semblerait que ça soit aussi réparti là, à différents niveaux. Puis, jusqu'à un certain point, moi, j'ai jamais cru qu'au niveau de son acquis puis de son inné, une personne était nécessairement prise le reste de sa vie à souffrir psychologiquement parce qu'elle réfléchit ses problèmes. Je pense qu'il est possible pour n'importe qui d'apprendre c'est quoi l'observation, la vraie, c'est-à-dire de la pensée, c'est-à-dire observer les formes qui viennent dans le mental, avoir un point d'observation objectif du phénomène intellectuel du plan mental, le plan de la pensée, un point d'observation objectif qu'on pourrait appeler un surmental, qui permet jusqu'à un certain point par l'observation des mécanicités qui se sont construites inconsciemment d'une façon prépersonnelle avant l'apparition de la conscience, par l'observation de ces lois subtiles-là. N'importe qui, même qui n'est pas chanceux, si on peut dire, entre guillemets, chanceux au niveau de l'inné et de l'acquis, il est possible qu'à un moment donné, il y a des prises de conscience par des chocs, il se passe des choses, puis finalement, la personne finit par se rendre compte que sa personnalité était fortuite, qu'elle n'était pas réelle, et que sa conscience, son ego, son moi, son je, devait souffrir psychologiquement de son expérimental par une certaine ignorance de loi. Et puis ici, il n'est pas question d'une connaissance, c'est-à-dire au niveau d'une vue par la construction dans l'intellect. Il est question d'un savoir, c'est-à-dire d'une vue instantanée. D'une vue instantanée de certains processus, la personne qui voit objectivement que toute sa vie, elle a souffert pour rien, tout simplement parce qu'elle ne comprenait pas la mécanicité de son propre être. Quelqu'un qui finit par le voir à force de le subir, qui finit par s'en rendre compte parce que ça s'impose à lui, quelqu'un qui souffre psychologiquement de son expérience d'une façon totalement inutile et nuisible, ben finalement ça va finir par servir à quelque chose. La souffrance psychologique comme la souffrance psychique, c'est tout le temps de l'information par rapport au contexte. Si la personne ne voit pas clairement le contexte parce que sa lentille, son ego est mal poli au niveau d'une expérience malheureuse, ben là, ça fait que, si vous voulez, l'interface avec la lumière, si on peut dire le soleil, ben ça se reflète moins bien dans la lentille de la loupe. Puis sur le sol qui enregistre l'information, si on peut dire, l'âme, ben le petit point lumineux, si la lentille est mal ajustée, si la lentille est mal polie, si la lentille est sale, le petit point lumineux qui apparaît sur le sol, c'est-à-dire ce qu'on pourrait dire la conscience, c'est-à-dire un plus petit soleil, quelque chose qui vient du soleil, mais qui est séparé de lui, qui a une individualité, ben, dépendamment du circonstanciel, ce petit point-là va être plus ou moins dense, va être plus ou moins rond, va être plus ou moins brillant, plus ou moins concentré. Donc, au fond, tout ça, c'est pas inévitable, c'est pas implacable, je veux dire, ces mécanicités-là, on n'est pas obligé de ne pas les voir. Pourquoi souffrir pour rien? Pourquoi se casser la tête alors qu'on voit que ça nous rend au niveau, ça sert de l'émotivité comme de l'énergie mal régulée pour finalement engendrer une réflexion qui est une construction subjective qui aboutit à plus de problèmes? À un moment donné, l'individu, peu importe son vécu, peu importe qui il est, il faut qu'il le voie, qu'il souffre pour rien, qu'il n'est pas capable de se servir de l'information, parce que comme la souffrance physique, la souffrance psychologique, c'est de l'information. Donc, c'est pas si compliqué que ça. C'est quand même assez simple. Si vous réfléchissez à votre vie puis que vous vous construisez des attentes, vous allez souffrir psychologiquement puis vivre des déceptions. C'est évident. Vaut mieux voir instantanément d'une façon objective sans réfléchir ce qui se passe par l'observation, puis finalement, ce qu'il y a de plus logique à faire apparaît de lui-même sans qu'on ait à y réfléchir. C'est ça, le développement de l'intelligence, le développement de la conscience, une vue instantanée de ce qu'il y a de mieux à faire.
Est-ce qu'il n'est pas plus efficace de finir par apprendre à jouer aux échecs sans avoir à compter les coups d'avance et être capable d'être assez versatile pour changer presque de stratégie globale à chaque fois? Tout simplement parce que à mesure que les événements changent, il faut être de plus en plus vite, il va falloir être de plus en plus vite, toujours voir ce qu'il y a de plus logique à faire, parce que le voir instantanément, c'est-à-dire observer les formes dans le mental, ou les réfléchir, c'est complètement différent de les réfléchir dans des constructions, des hypothèses, des réflexions à pu finir, teintées, colorées par de l'émotivité, liées à de l'expérimental décevant, souffrant. Donc de la mémoire qui vient interférer dans la vue de ce qui se passe là, maintenant, en plus que le passé au niveau de la mémoire se déforme à mesure du vécu. Il y a possibilité d'inverser tous ces processus-là. C'est possible de se dépolluer, de polir sa lentille. C'est en convertissant l'énergie qu'il y avait dans la souffrance expérimentale qu'on va trouver l'énergie pour activer la machine à polir la lentille. Il faut que la souffrance expérimentale, qu'elle soit physique ou psychologique, serve. Il faut assimiler l'information, prendre l'énergie qu'il y a dans l'expérimental pour l'envoyer par devant dans un élan créatif, comme dans un faisceau de lumière, une vue claire, précise, continuelle, être capable d'être totalement versatile selon les événements, sans avoir besoin d'essayer de les prévoir d'avance, de mettre de l'énergie à prévoir d'avance, puis finalement à se monter des constructions qui finalement aboutissent jamais dans le réel, des maudites modélisations dans le virtuel, ça sera jamais en accord avec ce qui se passe pour vrai finalement. Puis c'est à ce niveau-là que l'être humain est limité, que l'individu est limité. Ça donne quoi de réfléchir surtout la souffrance, entre autres, par rapport au niveau de l'âme, il y a de la mémoire psycho-affective qui vient colorer des choses. L'émotivité et l'énergie n'est pas gérée. C'est dangereux. C'est là qu'il n'y a pas de conscience. Un point totalement objectif où l'ego, un mécanicien de l'ego, une conscience réelle qui s'élève un petit peu au-dessus de la lentille, entre le faisceau lumineux, puis dans le faisceau lumineux qu'il y a entre le soleil et la lentille. Un petit mécanicien qui s'en va dans un coin, qu'on pourrait appeler le surmental, qui monte à un niveau un petit peu plus haut. Donc, lui, ça va être lui, le petit mécanicien de l'ego. La conscience, elle vient de dépasser l'ego, là, elle est au-dessus, elle est entre le soleil et la lentille. Elle est là, la conscience. La conscience, il faut qu'elle soit entre le soleil et la lentille, pas entre la lentille et le sol. C'est ça la réflexion, c'est ça le mental inférieur. Le mental inférieur, c'est un ego, c'est une conscience qui est prisonnière entre l'ego et son âme. La conscience supérieure, quand on commence à entrer objectivement dans ce qu'on pourrait appeler les débuts des éthers du mental, la conscience supérieure, le mental supérieur, c'est entre la lentille et l'esprit. C'est entre l'ego et l'esprit. Au début, la forme qui va se densifier en devenant une conscience individuelle, formation de la personnalité, monte de l'âme, ça émane de l'âme, puis ça va tranquillement monter à la hauteur d'un ego, d'une lentille, puis se densifier. Ça, c'est la formation de la personnalité, selon l'inné puis l'acquis. Mais après, il faut que ça monte un peu plus haut. Il faut que la conscience soit quelque chose qui est au-dessus de la lentille, entre la lentille et l'esprit. C'est pas si compliqué que ça. C'est pas des choses compliquées. Le problème, c'est que si vous le réfléchissez, si on le regarde intellectuellement, c'est compliqué. C'est sûr, c'est certain, ça peut pas marcher. Par contre, si on le regarde sans le réfléchir, tout simplement, d'une façon d'observation, c'est complètement différent. On voit complètement autre chose. Pas besoin de réfléchir pour voir ce qui est là, voir clairement.
Est-ce qu'on a besoin de devenir des grands intellectuels qui ont une culture à pu finir pour voir clair? Ben non, c'est complètement inutile. C'est complètement inutile. C'est l'évidence même, l'intelligence. C'est n'importe qui, peu importe son niveau de scolarité, peut voir clairement et plus lucidement que bien des gens qui ont des doctorats, puis justement, qui sont en train de mener le monde à sa perte. Il va falloir que l'individu soit conscient de lui-même puis de sa réelle capacité pour passer à travers ce que ceux qui se pensent intelligents sont en train de faire. Le problème, c'est que ceux qui se pensent intelligents, ils réfléchissent, eux. C'est des grands calculateurs. Ils sont bons échecs, plein de coups d'avance. Mais l'individu, lui, qui doit subir le système construit par ces soi-disant génies, lui, il va falloir qu'il soit conscient de ses capacités puis qu'il soit en mesure de se servir de toute sa machine psychique pour passer à travers ce que ceux qui se pensent intelligents sont en train de faire. Donc, c'est de plus en plus important, là, de se réveiller. Pas de se réveiller comme genre un rêve où on rêve qu'on se réveille, ou où on s'imagine qu'on se réveille ou qu'on est réveillé. Un réel réveil, dans le sens d'une grande perceptibilité, d'une grande capacité au niveau de la compréhension de sa programmation puis de comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui fait que les gens ils perdent la carte? Qu'est-ce qui fait qu'il y a du monde, ils veulent régler des problèmes puis sauver le monde puis se mettre dans la merde? C'est pas ça, là, c'est parce que c'est tout du monde qui réfléchisse. C'est tout du monde qui pense. Ça donne quoi? Si on observe simplement sans que l'émotivité vienne, l'émotivité c'est juste de l'énergie. Si c'est observé, ces mécanicités-là, il y a moyen de la gérer bien mieux en temps réel. Là, ça ne viendra pas troubler l'observation. Être réellement objectif, c'est pas en réfléchissant, en donnant, en projetant une valeur aux choses qu'on est objectif, réellement. Comprendre que toute valeur qu'on donne est subjective, ça permet d'observer sans donner de valeur. Ça permet d'avoir bien moins d'émotivité qui intervient, qui vient colorer le reste. Ça devient une vue claire. Une vue claire, c'est possible pour presque n'importe qui. Pourquoi? Parce que c'est juste dans le fond du contrôle mental, mais par des programmes qui agissent, qui sont dans l'inconscience de l'individu, l'inconscience de sa propre conscience, l'inconscience de ce que c'est de la conscience. À un moment donné, ça sert à quoi? Ça sert à quoi si l'individu s'effondre sur lui-même en se pensant conscient? Si l'individu tombe dans un délire pour se protéger de la réalité, d'une réalité qui ne cadre pas avec les mécanicités subjectives qu'il s'est construit pour se protéger, si les événements viennent contredire comment il faut que l'individu soit capable de supporter ça, pour ça, il faut qu'il intègre à mesure la mécanicité de sa propre subjectivité, de sa propre ignorance, de sa propre myopie. Donc, c'est juste que quand ça va mal, ben là, c'est le temps de devenir plus allumé un petit peu. C'est quand ça va mal qu'il y a des occasions de devenir plus conscient. C'est là où il va y avoir souvent de la polarisation. Il va y avoir souvent de la polarisation dans le sens que c'est quand ça va mal que la personne va se mettre à voir tout en noir. Puis la même espèce d'immaturité va faire en sorte que quand ça va bien, la personne va voir tout en rose. Puis comme ça, elle ne voit pas, elle n'est pas capable de prévenir l'effet qu'il va falloir peut-être vivre dans la noirceur aussi un petit peu dans le futur, puis se préparer. Il faut que l'individu se prépare de temps en temps à vivre dans la noirceur imposée par les autres. Les autres qui sont pas dans le même rêve, si on peut dire. Parce que même au niveau des gens qui pensent être réveillés, qui sont dans un rêve, c'est tous des rêves différents.
finalement, tout le monde se voit en train de rêver, puis ils pensent que moi je suis réveillé, puis eux autres, ils dorment. Mais finalement, tout le monde dort. Se penser réveillé, c'est dangereux. Ça devient de la réflexion. C'est tout le temps à refaire de la conscience, dans le sens que c'est à mesure, puis à mesure, puis à mesure, puis ça s'auto-entretient, puis il faut que ça s'affine, mais c'est tout le temps à refaire, c'est tout le temps à recommencer. Dans le sens que il faut que ça devienne quelque chose dans une totale mouvance. Quelque chose qui est tout le temps en mouvement. C'est ça dans le fond. C'est pas à recommencer au niveau de la répétition, de la réflexion comme du monde qui répète des mantras. C'est toujours à recommencer dans le sens d'un mouvement total continu qui continue tout le temps. Une totale mouvance. De la conscience, ça bouge. De la conscience, ça se déplace. De la conscience, c'est en mouvement constant. Constant. Pourquoi? Parce que tout est extérieur. Tout le reste est extérieur. S'il n'y avait pas d'ego, il n'y aurait pas de conscience. Il y aurait de l'intelligence, mais il n'y aurait pas de conscience.